Je me présente, Amélie Saint-Yves, c'est avec moi que vous avez communiqué jusqu'à présent. Donc, je suis biologiste, coordonnatrice de projet chez Agir Masquinongé et c'est moi qui vais vous donner la formation ce soir sur comment aménager sa bande riveraine. Donc, je suis accompagnée de deux de mes collègues, Madame Delphine de l'Église, directrice d'Agir Masquinongé, qui va être là pour répondre entre autres à vos questions, et Madame Marion Carrier, coordonnatrice du plan directeur de l'eau, qui va être en soutien technique là, ce soir pour tout ce qui concerne là, les questions, lever la main, prendre la parole, là, si vous avez des questions au cours de la formation sur Zoom. Donc, je vais lui céder la parole pour qu'elle vous explique un peu le fonctionnement de ce soir pour les questions. Active ton micro, Marion. Désolée, en soutien technique. Moi-même, j'ai besoin d'aide. Delphine, est-ce que tu peux aller à la prochaine diapositive? Alors, comme vous voyez ici, c'est ce que vous devriez voir devant vous. C'est ce que Zoom nous offre. Alors, le numéro 1, vous voyez, c'est notre microphone. Si vous voulez désactiver votre microphone, vous allez cliquer dessus. Si vous avez une question, c'est comme ça qu'on peut vous entendre. Vous cliquez sur le microphone. Ensuite, au numéro 2, c'est comme ça que vous pouvez démarrer votre vidéo. Si vous voulez fermer votre vidéo, par exemple, si vous avez un Internet à basse vitesse, que vous avez des problèmes d'Internet, essayez de désactiver votre vidéo, ça devrait aider. Ensuite, vous allez voir le numéro 5, c'est écrit « Converser » ou « Chat ». Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre ici aussi. On peut vous répondre à travers le chat. Ou bien ça peut être un petit rappel à la toute fin. On va pouvoir relire les questions ici. Ou si nous, on a des informations à vous donner, peut-être que ça va être par là. Alors ça, c'est le numéro 5. Vous voyez la bulle, converser ou chat. Ensuite, le numéro 9, c'est les réactions. Si vous avez une question, vous voulez lever votre main, allez cliquer sur réaction, puis c'est écrit raise hand ou lever la main. C'est une façon que vous pouvez lever votre main pour qu'on puisse répondre à votre question. Oui, vous allez avoir accès au PowerPoint par la suite. On va vous envoyer tout ça par courriel. Une petite note, on va enregistrer aussi la formation. Alors, ça va être disponible aussi sur le site web de la municipalité. Je pense que c'est beau de mon côté. Alors, si jamais vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à m'écrire dans le clavardage, dans le chat, ou je vais vous donner mon numéro de téléphone cellulaire. Si vraiment vous avez des gros problèmes, appelez-moi. Alors, si vous avez un crayon, vous pouvez écrire ou sur votre ordinateur, c'est le 514-974-2581. Je vais le mettre dans le chat. Alors, vous pouvez toujours m'appeler si vous avez des gros problèmes. Donc, pour résumer, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, donc dans discussion. Utilisez la réaction pour lever la main ou si vous n'arrivez pas d'une manière quelconque, là, vous pouvez activer votre micro puis me couper. Ça va me faire plaisir de répondre à votre question. Donc, on va commencer la formation. Donc, qu'est-ce qu'une bande riveraine? Je crois que c'est le premier sujet à aborder pour mieux comprendre, après ça, comment aménager sa bande riveraine. Donc, non, Delphine, tu peux rester sur l'autre. Donc, la bande riveraine, c'est quoi? C'est tout simplement une lisière végétale, naturelle et permanente qui longe les cours d'eau ou qui entoure un lac. Donc, elle est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Puis, elle est composée d'un mélange de plantes herbacées, d'arbustes
et d'arbres. Donc, pourquoi 3 strates de végétation? En fait, c'est que chacun va jouer un rôle. Les plantes herbacées, ils sont là vraiment pour couvrir, comme couverture sur le sol. Les arbustes et les arbres, avec leurs racines, eux, ils vont permettre de stabiliser la berge. Et les arbres, en plus, avec leur grande canopée, vont permettre de faire de l'ombrage sur le littoral. Donc, là, je vous ai parlé de ligne des hautes eaux. Peut-être que c'est un concept qui n'est pas clair pour vous. Donc, on va passer à quelques définitions. Donc, la ligne des hautes eaux, qu'est-ce que c'est? C'est la limite entre le littoral et la rive. Je vais utiliser un petit crayon pour dessiner sur la présentation. Donc, c'est vraiment l'endroit ici qui est, comme je vous disais, la limite entre le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Donc, c'est situé à l'endroit là où on passe d'une prédominance de plantes hydrophytes, donc de plantes plus aquatiques, à une prédominance de plantes terrestres. Donc, s'il y a un muret, la ligne des hautes eaux, ben, elle va se trouver en haut du muret. Des fois, on voit ça, des murets de roches, de pierres, de bois sur le bord du plan d'eau. Mais la ligne des hautes eaux, on la mesure à partir du haut du muret. Si vous avez de la misère peut-être à visualiser c'est où la ligne des hautes eaux chez vous, en fait, au printemps, c'est juste où l'eau monte en général. Donc, des fois, on va même voir une ligne de débris qui va être laissée au sol quand la crue va redescendre. Amélie, je vais juste faire une petite intervention. Est-ce que tout le monde, vous voyez la présentation qu'on vous partage? Oui. 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 Est-ce qu'il y en a qui ne la voient pas? Tout le monde la voit. Il y a je pense que c'est Soulière de la municipalité. Est-ce que vous voyez la présentation? Ben non. Non. Non, je la vois pas du tout, moi. Je ne sais pas pourquoi. OK. Qu'est-ce que Mais vous c'est pas grave, là, je vois Amélie qui parle. OK. Si vous allez en haut à droite, il devrait avoir des petits points. Ça devrait être écrit View. Oui. Allez dans les options. Choisissez voir peut-être Galerie ou Speaker. Essayez les différentes options. Je l'ai trouvé. Super. Merci. Pas de problème. Désolée pour... non, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, voilà, c'était ça pour la ligne des hautes eaux. Donc, comme je disais, des fois, là, on peut la repérer plus facilement avec la ligne de débris qui est laissée là, quand les eaux descendent après la crue des eaux au printemps. Donc là, je vous ai parlé aussi de littoral et de rive. Peut-être que c'est des concepts là, qui ne sont pas clairs non plus. Donc, le littoral, c'est quoi? En fait, c'est la partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Donc, la ligne des hautes eaux que j'ai identifiée tantôt vers le centre du plan d'eau, c'est ce qu'on appelle le littoral. Et la rive, c'est de l'autre côté. Donc, je vous la dessine ici. Donc, c'est la bande de terre qui va border les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Donc, ça, c'était des concepts que je voulais vous expliquer avant de commencer la présentation plus officiellement parce que c'est des termes que je vais utiliser beaucoup ce soir. Donc, sur la prochaine diapositive, je vous les ai mis en mots. Donc, vous les aurez en référence là, quand on vous enverra l'information. Donc, vous avez ici la définition de la ligne des hautes eaux, du littoral et de la rive. Maintenant, que dit la réglementation? Donc, comme vous savez, il y a une nouvelle réglementation à Saint-Didas et elle dit que la bande riveraine doit avoir un minimum de 10 mètres. Donc, si on se situe de ce côté-là, plus à droite,
du schéma. Donc, elle doit avoir un minimum de 10 mètres quand la pente est inférieure à 30 %, donc la pente du talus, ou que la pente est supérieure à 30 % mais que le talus est de moins de 5 mètres de hauteur. Donc, le talus doit être inférieur à 5 mètres, comme c'est inscrit sur le schéma. La réglementation dit aussi, si on va plus du côté gauche du schéma, que la bande riveraine doit avoir un minimum de 15 mètres de profondeur quand la pente est supérieure à 30 % et que le talus est de plus de 5 mètres de hauteur. Donc, 30 %, c'est peut-être pas facile à vous imaginer, là, mais si on s'imagine qu'on parcourt 100 mètres à l'horizontale, bien, on va avoir une élévation de 30 mètres et c'est vraiment la diagonale qui va être faite entre les deux qui représente le 30 %. Vous pouvez toujours sortir un vieux rapporteur d'angle pour essayer de vous imaginer ça ressemble à quoi le 30 % de pente, mais en général, c'est ça. Ce qui est important à préciser, c'est que la bande riveraine doit être mesurée horizontalement. Donc, on s'imagine à partir de la ligne des hautes eaux une droite qui, on va mettre notre ruban à mesurer ici jusqu'en haut du talus pour mesurer la profondeur de notre bande riveraine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne prend pas la mesure sur le sol. On ne va pas suivre la Terre, on va vraiment s'imaginer 2 points à la même hauteur pour mesurer la profondeur de la bande riveraine qu'on doit végétaliser chez soi. Donc, en fonction de la pente, entre autres, on va savoir s'il faut végétaliser sur 10 mètres de profondeur ou sur 15 mètres de profondeur. Donc, je vous les ai mis aussi sur la prochaine diapositive en mots, ce que disait la réglementation. Donc, quand la bande riveraine doit avoir un minimum de 10 mètres ou de 15 mètres. Voyons un peu maintenant à quoi sert une bande riveraine. Donc, elle joue plusieurs rôles, mais entre autres, elle joue un rôle de filtre contre la pollution. Donc, une bande riveraine de 10 à 15 mètres de profondeur va permettre de filtrer 90 % des eaux de ruissellement. Donc, c'est considérable comme pourcentage. Ça va éliminer là, une partie des sédiments et des polluants qui sont contenus dans les eaux de ruissellement. Et ça va donc prévenir l'envasement des lacs puis la prolifération des plantes aquatiques là, et des cyanobactéries dans le plan d'eau. Ensuite, ça va aussi jouer un rôle de régulateur du niveau de l'eau. Donc, le couvert végétal boisé de la bande riveraine va permettre la rétention, donc l'infiltration de l'eau dans le sol et l'évaporation d'une partie des eaux de ruissellement, ce qui va atténuer les gros coups d'eau dans le lac. Ça va servir aussi de rempart contre l'érosion. Donc, comme j'ai dit tantôt, les racines des arbres et des arbustes vont vraiment stabiliser et protéger le sol. Ensuite, la bande riveraine va aussi jouer un rôle d'écran solaire. Donc, les végétaux qui vont être dans la bande riveraine vont réduire le réchauffement excessif de l'eau en créant de l'ombrage, entre autres grâce aux arbres. Et la bande riveraine joue un rôle aussi de richesse biologique parce que la rive puis la zone littorale offrent beaucoup d'habitats, de nourriture, d'abris à la faune. Donc, quand on va avoir des arbustes qui vont faire des fleurs, qui vont faire des fruits, bien, ça va attirer différents insectes qui vont venir polliniser les fleurs. Puis après ça, les fruits, ça va attirer différentes espèces d'oiseaux qui vont venir se nourrir des fruits dans les arbustes. Puis, justement, les arbustes vont créer de l'ombrage, entre autres, pour différentes espèces de poissons qui aiment mieux être en eau froide, par exemple. Donc, on va pouvoir observer une riche biodiversité grâce à la bande riveraine. Elle joue aussi un rôle de brise-vent naturel. Donc, elle va protéger des vagues et des grands vents sur le bord du plan d'eau. Et elle a une fonction paysagère. Donc, elle contribue à la beauté naturelle des paysages et elle permet aussi de préserver l'intimité des propriétés. Amélie, on a une petite question. Oui. Tu l'as vue? Veux-tu que je te la lise? Alors, la question, c'est comment est établie la ligne des hautes eaux? Est-ce ça selon le niveau historique de 10, 20, 30 ans ou plus? Elle n'est pas en fonction de l'historique des années,
Mais comme je vous ai dit, il y a une méthode plus botanique qui existe pour délimiter la ligne des hautes eaux en regardant vraiment les espèces qui vont être présentes. Donc, on peut délimiter en fonction des espèces qu'on voit s'ils sont plus adaptés au niveau aquatique ou plus adaptés au niveau terrestre. Bien là, un biologiste pourrait être en mesure de bien identifier l'emplacement de la ligne des hautes eaux. Mais comme je vous ai donné comme petit truc, là, peut-être que des fois, c'est plus facile pour un riverain qui a moins de connaissances en biologie de y aller plus avec une moyenne de où l'eau monte sur son terrain. Puis, vous êtes sûrement en mesure aussi d'identifier quelles espèces vivent majoritairement inondées, puis d'autres qui ont besoin de terre ferme là, pour pousser. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Delphine, Je peux juste ajouter, Amélie, que en fait, d'un point de vue plus historique, la ligne des hautes eaux, en général, on la place au niveau de crue de récurrence 2 ans. Ça veut dire des crues qui ont 50% de chance de survenir à chaque année. Donc, si vous enlevez là toutes les crues un peu plus exceptionnelles, là où le niveau d'eau est monté plus haut, puis que vous prenez vos crues entre guillemets habituelles, vous allez pas mal arriver à la ligne des hautes eaux. Là. En espérant que ça réponde à la question. Donc, je vais continuer avec pourquoi aménager sa bande riveraine. Donc, on a vu ses rôles. Donc, maintenant, les conséquences de la dégradation des rives. Donc, une rive qui ne serait pas végétalisée, que le sol serait laissé à nu, par exemple, ou que la pelouse serait tondue jusqu'au bord du plan d'eau. C'est un exemple de rive dégradée. Ça, bien, en fait, ça va entraîner de l'érosion des berges. Donc, ça peut même entraîner de la perte de terrain, ce qui est pour vous, propriétaire de terrain là, sur le bord de plan d'eau, un point qui est assez négatif. Ça va entraîner aussi de la pollution de l'eau parce que de par les eaux de ruissellement, on va avoir de la matière en suspension qui va se rendre dans le plan d'eau et ça va entraîner là, un ensablement puis un envasement du lac. Ça va entraîner aussi une augmentation de la concentration en phosphore, qui est un nutriment là, qui va entraîner une augmentation des risques de bloom de cyanobactéries. Donc, l'eau va se retrouver plus trouble, puis on va avoir une prolifération des plantes aquatiques dans le plan d'eau. Ça peut entraîner aussi, comme j'ai dit, le réchauffement de l'eau. Et le réchauffement de l'eau va lui aussi contribuer à la prolifération des plantes aquatiques, puis à la disparition des espèces d'eau froide, des espèces de poissons qui préfèrent les eaux plus froides, entre autres. Donc, la dégradation des rives peut aussi entraîner l'eutrophisation des lacs. En fait, ça, c'est quoi l'eutrophisation des lacs? C'est le vieillissement naturel des plans d'eau. Si tu veux changer, Delphine. Donc, le vieillissement naturel des plans d'eau, c'est un phénomène naturel. Mais quand les rives sont dégradées, bien, ce phénomène-là peut être accéléré et va se faire plus rapidement. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le lac va passer de oligotrophe à mésotrophe à eutrophe, qui est en fait, au fil du temps, une augmentation des nutriments dans le plan d'eau, une augmentation des plantes aquatiques, donc une augmentation de la quantité de matière en suspension qu'on va retrouver, de matière au fond du plan d'eau, de matière organique. Puis, en fait, c'est ça, comme je disais, c'est un phénomène qui est naturel, mais qui peut être accéléré par les rives dégradées. Puis, on va avoir une augmentation des plantes aquatiques, donc des algues filamenteuses, des cyanobactéries ou des différentes plantes aquatiques. L'eutrophisation, en fait, les conséquences de l'eutrophisation sur des lacs, ça va entraîner une baisse de l'oxygénation, surtout au fond de l'eau, qui est causée par la digestion de la matière organique par les bactéries qui sont présentes dans l'eau. On va avoir là, une baisse de la transparence et une production de vase là, qui est causée par la multiplication des bactéries. Donc, souvent, les gens sont peut-être plus réticents à aller se baigner dans un lac où il y a beaucoup d'algues filamenteuses, entre autres. Donc, maintenant qu'on connaît mieux les rôles de la bande riveraine, de son importance pour les lacs, on va voir comment aménager sa bande riveraine en 10 étapes. Donc,
Je ne sais pas s'il y avait une autre question, Marion. Oui, il y a une question. Veux-tu que je te la dise? Oui. Est-ce que c'est les castors qui décident de la hauteur du niveau d'eau? Sur le lac Blanc, il y a des variations selon les barrages de castors et leur destruction. Ben, en fait, ce qui régule le niveau de l'eau, c'est l'exutoire du lac. C'est sûr que si dans l'exutoire du lac, il y a un barrage de castors, ben là, en fonction de tout ça, ça se peut effectivement que l'eau monte si le barrage est plus haut, puis il retient l'eau plus haut, et que l'eau descende si, par exemple, le barrage est brisé. L'eau va sortir plus rapidement du lac, puis le niveau de l'eau peut baisser, effectivement. Donc, comment aménager sa bande riveraine? La première étape, ça va être d'identifier la ligne des hautes eaux chez vous. Donc, après ça, vous allez être en mesure de mesurer la profondeur de votre bande riveraine en fonction de la pente du talus, donc en fonction de la pente de votre terrain. Donc, je vous le rappelle encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment de prendre la mesure à l'horizontale et de ne pas suivre le sol pour délimiter vraiment la zone à végétaliser, la profondeur de bande riveraine que vous avez à végétaliser chez vous. Ensuite, vous allez pouvoir situer l'emplacement de votre voie d'accès au plan d'eau. Donc, la réglementation dit que vous avez droit à une voie d'accès au plan d'eau d'une largeur maximum de 5 mètres. Donc, ça va être important de savoir où vous voulez la localiser pour savoir où végétaliser dans votre bande riveraine. Idéalement, cette voie d'accès au plan d'eau, on l'aménage en diagonale, donc pas perpendiculaire au plan d'eau, parce qu'on veut éviter que les eaux de ruissellement se rendent directement au plan d'eau puis entraînent plusieurs contaminants puis polluants dans le plan d'eau. Donc, en l'aménageant plus en diagonale, bien là, ça va permettre de mieux filtrer les eaux de ruissellement. Si vous n'êtes pas en mesure de l'aménager en diagonale, bien là, on peut l'aménager de manière sinueuse, donc qui fait des croches là, en forme de S pour ralentir l'eau de ruissellement qui serait en plan d'eau pour permettre une meilleure filtration des polluants. Donc, l'étape 3, c'est de délimiter là, directement la zone à revégétaliser à l'aide de piquets ou de cordes et de vous faire un croquis à l'échelle de votre bande riveraine à végétaliser. Ensuite, ça va être d'évaluer la durée d'ensoleillement qu'il y a dans votre bande riveraine pour déterminer quelle espèce de plante vous allez pouvoir planter. Donc, si c'est plein soleil, on parle d'un 6 heures et plus d'ensoleillement par jour. Mi-ombre, ça va être entre 3 et 6 heures d'ensoleillement. Puis, à ombre, ça va être moins de 3 heures d'ensoleillement par jour. Ensuite, à l'étape 5, vous allez évaluer l'humidité ou le drainage et le type de sol qu'il y a chez vous. Donc, probablement que vous avez déjà creusé un trou sur votre terrain. Vous avez déjà peut-être une idée du type de sol qu'il y a chez vous. Mais ça va être important aussi d'évaluer, c'est ça, l'humidité pour savoir quelle plante va être adaptée selon le niveau d'humidité de votre sol. Donc, en bas du talus, sur le bord du plan d'eau, souvent, on va parler d'une humidité qui est élevée. En milieu de talus, dans la pente, bien là, ça va être une humidité qui est plus moyenne. Et en haut de talus, ça va être une humidité qui va être, en fait, plus faible. Donc, quelques espèces que je pourrais vous suggérer. Donc, on a le myrique baumier qui, lui, tolère l'humidité très élevée. Donc, lui, il aime ça, avoir les pieds dans l'eau, fait que pas de problème, on peut planter ça sur le bord du lac. Ensuite, dans la pente, on pourrait retrouver en milieu de talus l'onde crispée, par exemple, qui, elle, est une espèce qui tolère l'humidité de moyenne à élevée. Et sur le replat du talus, donc en haut de talus, on pourrait mettre, par exemple, du physocarpe à feuilles d'aubier qui, lui, tolère l'humidité de faible à élevée. Donc, il n'y a pas de problème à être dans un milieu plus sec. 6e étape, donc ça va être de choisir les plantes indigènes, donc les plantes qui sont d'origine d'ici, donc qui poussent ici naturellement, que vous voulez planter dans votre bande riveraine en fonction des critères 3 et 4 et 5, pardon, donc de la période d'ensoleillement, de l'humidité et du type de sol.
Si vous avez un terrain qui est en forte pente, je vous suggère de privilégier les arbustes aux arbres. Et en étant moins hauts, ils vont avoir tendance à moins déstabiliser le talus puis à mieux retenir le sol. À l'étape 7, en fait, vous allez pouvoir identifier l'endroit où vous souhaitez créer une fenêtre verte. Dans la réglementation, si vous avez une pente qui est supérieure à 30 %, vous avez le droit de vous aménager une fenêtre verte. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est d'une largeur maximale de 5 mètres que vous avez le droit d'élaguer les arbres et les arbustes à une hauteur supérieure à 1,5 m du sol. Donc, au moins à 1,5 m du sol, vous pouvez élaguer les arbres et les arbustes pour conserver la vue sur le plan d'eau. Mais ça, c'est uniquement si votre pente est supérieure à 30 %. Ce qui est important de préciser dans la fenêtre verte, c'est que l'abattage des arbres est interdit. Donc, vous avez seulement le droit d'élaguer. Des fois, il y en a qui peuvent avoir des craintes, justement, que la bande riveraine leur enlève la vue sur le plan d'eau. Mais sachez qu'avec la fenêtre verte, justement, vous pouvez conserver cette vue-là que vous avez sur le plan d'eau. Dans cet espace-là, dans votre fenêtre verte, vous allez certainement choisir des arbustes qui sont de plus petite taille si vous voulez aménager votre bande riveraine. Donc, on a par exemple l'aronie à fruits noirs. On a aussi la spirée à large feuille et l'aviorne cassinoïde, qui sont 3 espèces d'arbustes qui, à maturité, vont avoir 2 mètres de hauteur maximum. Donc, ils vont vous permettre de conserver sans problème la vue sur le plan d'eau. Maintenant, l'étape 8, ce serait de calculer le nombre de plants nécessaires, donc en faisant votre plan d'aménagement de bande riveraine. En général, on calcule environ 1,5 m de distance entre les arbustes et au moins 3 mètres entre les arbres. Tout dépendant des espèces que vous allez choisir d'implanter, vous pouvez regarder leur largeur moyenne à maturité pour calculer à quelle distance planter les plants. Ensuite, l'étape 9, c'est de faire votre dessin de plan d'aménagement. Donc, il y a comme 2 options qui s'offrent à vous. Donc, si vous avez un certificat de localisation déjà de votre terrain, vous pouvez faire un croquis directement sur le certificat de localisation pour identifier l'emplacement de votre bande riveraine, l'emplacement de votre accès à l'eau, de votre fenêtre verte et les endroits où vous allez planter des arbres, des arbustes ou des herbacées. Ensuite, si vous n'avez pas de certificat de localisation, vous pouvez tout simplement faire votre croquis sur une feuille quadrillée. Comme je vous ai dit dans le courriel que je vous ai envoyé avant la formation, nous allons vous fournir le gabarit qui est présent ici là, dans la diapositive. Donc, c'est un gabarit avec une feuille quadrillée qui va vous permettre de réaliser votre plan d'aménagement pour faciliter le dessinage là, de votre bande riveraine. Et ensuite, ce sera l'étape de planter votre bande riveraine. Donc, au printemps, quand vous serez prêt, quand la neige aura fondu, quand la crue sera descendue, ça va être le temps de planter. Donc, petite information supplémentaire, on ne touche idéalement pas à ce qui est déjà présent dans la bande riveraine. Donc, pas besoin de faire un travail de sol, de décaper quoi que ce soit dans la bande riveraine. On laisse tout en place. Ce qu'on va faire au printemps, c'est tout simplement creuser les trous pour mettre les plants qu'on voudra rajouter dans sa bande riveraine. Petite question, Marion, oui? Oui, concernant la première étape de faire un accès à l'eau. Alors, si on a un terrain presque plat, est-ce qu'on peut mettre l'accès perpendiculaire? La réglementation dit que l'accès doit être diagonal ou sinon sinueuse. Donc, je vous dirais que non. L'accès à l'eau doit vraiment être au moins à petit angle par rapport au lac. On a une autre question. Si on a un muret en dégradation, qu'est-ce qui est recommandé? De le détruire ou de revégétaliser la bande riveraine en conservant le muret? Tantôt, plus tard dans la présentation, je vais vous expliquer comment revégétaliser un muret.
Donc là, vous dites que le muret est en dégradation. Il faudrait voir à quel point il est en dégradation, mais puis à quelle hauteur est le muret. Mais je dirais dans le meilleur des cas, ce serait de ne pas y toucher parce qu'habituellement, il stabilise déjà bien la bande riveraine. Ce serait juste de végétaliser par-dessus. Après, quand vous touchez un muret, il faut savoir que ça va vous demander des permis et des autorisations là, supplémentaires parce que il faut que la municipalité vous fournisse un certificat d'autorisation pour avoir le droit de vraiment soit reconstruire un muret, ce qui est rarement le cas, là, soit éventuellement avoir une autre technique de stabilisation. Ça peut être un enrochement ou si le talus n'était pas bien haut, là, ça peut être juste d'adoucir votre pente et puis de faire une pente faible en continu. Mais ça demande dans tous les cas des travaux d'excavation. Donc, ça demande des permis supplémentaires là au niveau réglementaire. Très bon point, Delphine. Merci. Donc, voyons maintenant le cas d'une maison construite hors de la rive. Donc, comme je vous ai expliqué, on commence par délimiter la ligne des hautes eaux qu'on peut voir ici sur le schéma en rouge et par la suite, mesurer la profondeur de la bande riveraine qu'on doit végétaliser, donc 10 ou 15 mètres de profond. On situe l'emplacement de notre voie d'accès à l'eau d'une largeur maximum de 5 mètres de large et on l'aménage en diagonale ou de manière sinueuse par rapport au lac. Donc, petite précision par rapport à la voie d'accès au plan d'eau. Vous avez le droit de tondre et de débroussailler dans cette voie d'accès-là pour conserver une largeur de 5 mètres maximum. Par contre, il est interdit d'utiliser du béton, du ciment ou tout ce qui imperméabiliserait le sol. Ce qu'on veut, c'est que l'eau puisse s'infiltrer quand même dans la voie d'accès au plan d'eau. Aussi, sachez que vous avez le droit à une seule voie d'accès par terrain. Donc, des fois, on a déjà vu 2, 3 accès à l'eau par terrain, mais c'est seulement une qui est permise dans la réglementation. Maintenant, le cas où une maison est construite dans la rive. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, les premières étapes restent les mêmes. On localise la ligne des hautes eaux et la profondeur de bande riveraine à végétaliser. Mais là, quand le bâtiment et la maison est construite dans la rive, ce qui est exigé dans la réglementation, c'est de végétaliser un minimum de 1 mètre entre la ligne des hautes eaux et le bâtiment. Par contre, vous avez le droit d'entretenir 2 mètres maximum autour de la construction. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas en mesure de végétaliser un minimum de 1 mètre entre la ligne des hautes eaux et la maison, il est obligatoire de végétaliser autour et à l'arrière de la construction pour compléter l'espace de renaturalisation manquant. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, quand la maison est construite dans la bande riveraine, vous avez le droit de vous aménager une zone d'activité, seulement quand le bâtiment est dans la bande riveraine. Donc, cette zone d'activité-là va avoir une superficie maximale de 40 mètres carrés. Donc, ça représente environ là, un carré de 6 mètres par 6 mètres ou 20 pieds par 20 pieds. Ce qui est important de savoir sur la zone d'activité, c'est qu'il n'y a aucune construction permanente qui est autorisée. Donc, aucun patio gazebo permanent dans cette zone d'activité-là. Aussi, il est interdit d'abattre des arbres pour aménager la zone d'activité. Donc, elle doit toujours demeurer sous couvert végétal. Ce qui est permis dans ce 40 mètres carrés-là, c'est de tondre ou de débroussailler seulement. Dernière petite précision concernant la zone d'activité, c'est qu'elle doit être minimalement à une distance de 5 ou de 7,5 mètres de la ligne des hautes eaux en fonction de la profondeur totale de la bande riveraine. Voilà, ça faisait le tour pour ça ici. Comme je disais, on va voir maintenant
quand on a un muret sur notre terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le but, en fait, c'est de recouvrir la structure de végétation pour diminuer le réchauffement de l'eau puis ralentir l'eau qui arrive au lac. Donc, on a peut-être deux options qui sont possiblement observables chez vous. Donc, à gauche, ce qu'on voit, c'est quand l'eau arrive directement au niveau du muret. Dans ce cas-là, en fait, on va végétaliser seulement en haut du muret. Ce qu'on pourrait mettre comme espèce ici, c'est la vigne des rivages. La vigne des rivages, c'est une espèce qui va être rampant et qui, à long terme, va végétaliser et recouvrir le muret. Delphine, si tu veux faire apparaître la vigne des rivages. Ensuite, la deuxième option, c'est quand l'eau n'arrive pas jusqu'au muret. Donc, quand on a du sol entre le lac et le muret. Donc là, ça va être important de végétaliser, oui, en haut du muret, mais aussi en bas du muret. Donc, on pourrait mettre encore de la vigne des rivages en haut, mais au pied du muret, on pourrait remettre là, notre méric baumier que je vous ai parlé tantôt, qui, lui, tolère l'humidité très élevée. On a-t-il encore des questions, Marion? Je vois des commentaires apparaître. Oui, il y a une question. Est-ce que je la pose maintenant? Oui. J'ai acheté mon chalet avec un gazebo localisé dans la bande riveraine. Je le retire ou il y a un droit d'acquis? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de droit acquis. Un gazebo, ce n'est pas une structure permanente, mais il faudrait voir avec la municipalité. Là, il y a des résidences qui ont été construites avec des droits acquis dans la bande riveraine et c'est là que c'est important qu'on aménage en fonction du droit acquis pour la résidence. Mais là, un gazebo, c'est plus dur à dire là, si c'est un droit acquis. Ben, ça dépend en fait si c'est une structure en dur avec une dalle en ciment, là c'est sûr que il n'y a pas à l'enlever, c'est un droit acquis. Par contre, le jour où il aura fini sa vie utile, il y aura probablement une interdiction de le reconstruire. Parfait. Merci, Delphine. Donc, c'était ça pour les murets. On serait rendu à regarder des exemples de mauvais et de bons aménagements. Donc, sur cette première image-là, nous avons un exemple de mauvais aménagement. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a un muret de pierre qui est là, qui est déjà existant. Donc, ce qu'il faudrait faire, vu qu'on voit qu'on a un peu de sol entre le lac et le muret de pierre, ce serait de végétaliser en bas du muret et aussi en haut du muret. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a de la tonte de végétation qui se fait en haut du muret. Donc, ça, c'est interdit dans la bande riveraine. Donc, il faudrait laisser ça pousser à l'état naturel et idéalement renaturaliser, donc planter des végétaux en haut du muret aussi pour le couvrir, mais aussi pour diminuer le ruissellement. Ensuite, sur ce deuxième exemple, on a un autre exemple de mauvais aménagement, donc toujours avec un muret. Mais là, ici, on voit en plus une espèce de petite plage artificielle. Donc, c'est complètement interdit de décaper le sol pour avoir une plage artificielle comme ça de sable chez soi. Et donc là, il faudrait végétaliser en bas du muret. Et on peut voir aussi là, des plantes ornementales en haut du muret. Donc, comme je vous ai dit, dans la bande riveraine, on implante seulement des espèces qui sont indigènes, donc des plantes qui poussent naturellement ici. Et là, probablement que la maison est dans la bande riveraine. Donc là, il faudrait même végétaliser autour et peut-être même derrière la maison pour compléter la largeur de bande riveraine réglementaire. Ensuite, on a un exemple de bon aménagement. Donc, sur cette image-là, on peut voir une bande riveraine conforme, donc qui est composée là, de plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres.
La résidence garde tout de même sa vue sur le plan d'eau parce qu'il n'y a pas d'arbres devant les fenêtres de la construction. Et c'est ça, on a la présence des 3 strates de végétation, donc une bande riveraine conforme à la réglementation. Ensuite, la deuxième image, c'est un autre exemple de bon aménagement où là, on retrouve aussi les 3 strates de végétation et le chalet qui conserve toujours sa vue sur le plan d'eau. Donc, il y aurait accès aussi, il y aurait le droit d'avoir une voie d'accès au plan d'eau sans problème. Quelques petits conseils pour réussir vos plantations. Donc, prochaine diapositive. Vous pouvez disposer, en fait, je vous recommande de disposer vos plants en quinconce. Donc, vraiment en quinconce, comme le dessin de l'image. Donc, pour maximiser vos plantations, puis permettre à vos plants de prendre plus d'expansion, puis de mieux s'établir dans votre bande riveraine. Ensuite, quand vous allez creuser vos trous dans la bande riveraine, creusez 2 fois plus gros que le pot ou que la motte de terre que vous allez avoir avec vos plants pour permettre au système racinaire du jeune plant de mieux s'enraciner, de mieux s'établir dans son nouveau milieu. Ensuite, quand vous allez remettre de la terre dans votre trou, bien compacté pour éviter la formation de poches d'air qui, eux, pourraient nuire à l'implantation des arbustes, des végétaux. Ensuite, si vous décidez de végétaliser ce printemps et que vous voyez qu'au courant de l'été, les plantes herbacées prennent le dessus sur les arbustes que vous avez implantés, mais là, ça va être important d'aller entretenir à la main autour des plants pour leur donner accès à la lumière puis leur permettre de mieux croître. Et finalement, un dernier petit conseil, ce serait d'arroser régulièrement et abondamment. Donc, si vous voyez que c'est un temps plus sec, bien, allez arroser pour justement donner une petite chance de survie aux nouveaux plants que vous aurez implantés dans votre bande riveraine. Peut-être les questions, Marion, s'il y en a d'autres avant qu'on clôture l'information? On a une question. On demande s'il y a une surveillance ou une contravention pour ceux qui souhaitent se créer une plage. Une plage... Veux-tu que je réponde à ça? Si tu veux, oui. Sur la réglementation, en fait, il est interdit là, de se créer une plage. Il est interdit d'arracher la végétation dans le littoral ou de gratter la végétation, même si le sol est sablonneux, pour se créer une plage. Il est interdit de ramener du sable pour se créer une plage. Au niveau résidentiel, c'est la municipalité qui assure cette réglementation-là. Puis, par contre, si c'est au niveau commercial, c'est le ministère de l'Environnement là, qui surveille ça, puisque pour créer un accès à l'eau au niveau commercial, c'est un permis du ministère de l'Environnement qui est requis. On a une autre question. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi des plantes herbacées? Est-ce que c'est du gazon? Le gazon rentre effectivement dans les plantes herbacées, mais ce qu'on entend par plantes herbacées, c'est des plantes qui sont vraiment laissées à l'état naturel, donc qu'on laisse pousser. Mais les graminées présentes dans le gazon sont une sorte de plante herbacée, en effet. Une autre question. Sauf que le gazon ne devrait pas être tondu si jamais c'est du gazon. Pour ce qui est des supports à embarcation, qu'est-ce qui est permis ou pas permis? Bien, en fait, il n'est pas permis d'avoir d'infrastructure dans la bande riveraine. Donc, les supports à embarcation, j'imagine qu'ils sont retirés à l'hiver. Mais ce qui peut être permis,
c'est en fait ce qui est sur pilotis ou qui n'étouffe pas la végétation. Donc, l'eau puis l'air doivent circuler s'il y a quelque chose une structure qui est mise dans la bande riveraine. Donc, soit sur pilotis ou sur c'est ça, les supports embarcation, il faudrait que ce soit sur des pattes quelconques, là, mais il ne faut pas que ça l'étouffe la végétation. Oui, puis si le quai est retiré puis placé, par exemple, pour l'hiver sur le terrain, ou même si c'est dans l'accès à l'eau, là, la zone d'accès à l'eau, ça ne pose pas de problème. C'est pas une structure permanente en tant que telle, là. C'est juste le stockage d'une structure. Je pense à un quai flottant, là. Je ne sais pas si la question parlait plus des quais flottants, mais c'est ça, ça pose pas. Je pense que ça répond à l'autre question, par contre, pour les supports à embarcation, mais pour les quais flottants, oui, on peut les retirer puis les déposer dans la bande riveraine si tant est qu'effectivement on ne tue pas la végétation en le faisant. Voilà. Donc, ça faisait pas mal le tour pour l'information qu'on voulait vous... Il y avait juste encore une question. Le couvert de mousse indigène est-il acceptable? Je peux répondre aussi si tu veux. Dans le fond, il y a peu de raisons pour lesquelles vous auriez juste de la mousse sur votre bande riveraine. Ça peut être parce qu'il y a déjà des arbres et tout ce qui pousse en dessous, c'est de la mousse et puis quelques plantes. Donc là, c'est de la végétation naturelle, ça ne pose pas de problème. Ou ça peut être parce que vraiment on est sur la roche, là, puis il n'y a pas autre chose que de la mousse qui pousse. Mais une rive qu'on laisse à l'état naturel, là, il n'y a jamais juste de la mousse, à moins que ce soit un milieu humide. Donc, ça va être, je dirais que la réponse est non. Là, de la mousse indigène toute seule, ça n'est pas acceptable. Donc, c'est ça. Comme je disais, ça faisait pas mal le tour de l'information qu'on voulait vous donner dans le cadre de cette formation-là. Donc, après la formation, comme Marion vous a dit, là, la formation est enregistrée. Donc, elle sera accessible éventuellement sur le site de la municipalité pour la réécouter si vous avez des questions ou si d'autres riverains veulent assister à la formation mais qui ne pouvaient pas être présents ce soir. On va aussi vous fournir là, la présentation visuelle de la formation, donc la présentation PowerPoint que vous venez de voir, s'il y a des éléments là, que vous avez manqués, que vous voulez retourner consulter. Le gabarit pour réaliser votre plan d'aménagement, on va aussi vous le fournir suite à la formation. Donc, si vous n'avez pas de certificat de localisation, vous allez pouvoir quand même réaliser votre plan d'aménagement grâce à ce gabarit-là. Et nous allons vous fournir aussi les fiches descriptives des espèces disponibles pour la vente de végétaux. Donc, dans la lettre d'information que vous avez reçue concernant la formation, il y avait aussi une section qui annonçait que Agir Masquinongé, donc notre organisme de bassin versant, était en ce moment en période de précommande pour la vente de végétaux. Donc, c'est déjà la 3e année qu'on fait ça. On offre aux riverains des lacs et des cours d'eau de notre bassin versant de commander des végétaux à faible coût. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un achat groupé pour diminuer les coûts des plants. Donc, de la manière que ça fonctionne, en fait, je vous ai mis le lien pour précommander les végétaux. Je vais vous l'envoyer aussi à la suite de la formation là, dans le courriel que je vous transférerai. Donc, c'est sur notre site web, dans la section commande en ligne, où cette année, c'est 11 espèces d'herbacées et d'arbustes qui sont disponibles pour la précommande. Puis l'idée, c'est de sélectionner tout simplement le nombre de plants que vous voulez par espèce pour implanter dans votre bande riveraine. Puis, les végétaux, nous, en fait, quand on va avoir les commandes de tout le monde, on passe la commande à la pépinière, puis c'est probablement vers la mi-mai, qu'on va avoir les végétaux, qu'on va pouvoir vous les distribuer. En fait, ça va être une journée de collecte à nos bureaux, probablement, qui vont respecter les mesures sanitaires certainement. Et vous allez pouvoir venir récupérer les végétaux à nos bureaux pour pouvoir les planter chez vous par la suite. En fait, ce que je voulais vous dire sur cette précommande-là de végétaux, comment que ça fonctionne, ce qu'on reçoit, nous, c'est des multicellules. Donc, ce que vous voyez sur l'image là, de la diapositive, donc, c'est des plants.
En fait, ce que vous achetez, c'est un plant, donc une motte de terre qui est à peu près un peu plus d'une tasse de terre là, avec le système racinaire du plant. Donc, c'est des mottes de 310 millilitres. Puis, la partie aérienne, ben là, c'est le végétal en question. Donc, en moyenne, je vous dirais qu'ils ont une hauteur autour de 30 cm, pardon, autour de 1 pied. Donc, ça varie d'une espèce à l'autre. Là, on va en avoir des plus petites puis d'autres des plus grandes, mais en moyenne, je vous dirais que c'est ça. Et la date limite pour passer les précommandes de végétaux, c'est le 15 mars. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir vous rendre sur notre site d'ici le 15 mars pour passer votre précommande de végétaux. Donc, petit rappel, en fait, là, la municipalité de Saint-Didas a mis en place un règlement donc, qui dit que d'ici le 31 octobre 2021, vous devez avoir végétalisé la moitié de votre bande riveraine, donc 5 ou 7,5 mètres. Mais la municipalité n'est pas là pour émettre vraiment des constats d'infraction pour l'instant. Ils veulent vraiment travailler en collaboration avec vous. Donc, l'idée, c'est de vous sensibiliser, de vous informer à comment aménager votre bande riveraine, puis vous soutenir dans ce processus-là. Donc, comme je vous disais, ce qui est important, c'est ça, c'est que ça vous prend un permis municipal pour réaliser l'aménagement de votre bande riveraine. Donc, vous pourrez leur fournir soit un croquis sur votre certificat de localisation, soit un croquis sur le gabarit qu'on vous aura fourni pour réaliser votre plan d'aménagement. Puis, ils pourront vous délivrer, dans ce cas-là, votre permis pour réaliser l'aménagement de votre bande riveraine dès ce printemps. Donc, j'imagine qu'il va y avoir d'autres questions. L'idée, c'est de répondre à vos questions s'il vous reste des questions. Il y en a déjà quelques-unes ici. Est-ce qu'on a un croquis ou une explication plus précise de la fenêtre verte? Non. Un croquis ou une explication plus précise? Bien, en fait, vous pourrez certainement aller consulter le règlement où tout est inscrit dedans. C'est quoi les critères qui doivent être respectés, entre autres, concernant la fenêtre verte. Fait que ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. C'est pas mal ça que je pourrais dire là, pour cette question-là. Mais si vous avez des questions plus précises, vous pourrez me contacter. Là, vous avez mes coordonnées sur mon cellulaire sans problème là, demain ou une autre journée cette semaine pour que je réponde à vos questions. En fait, la fenêtre verte, si vous avez du mal à vous la représenter, il y a un certain nombre de riverains qui pensent que s'ils aménagent une bande riveraine, en fait, ils vont se couper la vue sur le lac. Puis la fenêtre verte, elle vient pour pallier à ça. Donc, des riverains qui ont une maison un peu en surplomb sur un lac peuvent tailler leur végétation. On vous l'a dit, là, c'est quand on est sur une pente forte. Peuvent tailler la végétation pour qu'elle soit plus basse et que par leur fenêtre, ils puissent quand même avoir une vue sur le lac, contrairement à s'ils avaient juste des grands arbres en face de leur fenêtre. Donc, on ne veut pas que ce soit toute la rive qui soit basse. C'est pour ça qu'on parle de fenêtre. Là, on veut que ça se fasse sur une certaine largeur. En parlant d'arbres, quel type d'arbre qu'on peut planter? Nous avions planté un saule il y a 4 ans et le castor a complètement coupé le tronc l'été dernier. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de vous inspirer certainement de ce qui pousse déjà autour du lac pour vous donner une idée des espèces à implanter chez vous. C'est toujours une bonne méthode de référence pour savoir ce qui va bien fonctionner dans votre bande riveraine, ce qui pousse déjà à l'état naturel autour du lac. Certainement que les castors ont des espèces végétales préférées, puis que ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Ce que je pourrais vous suggérer, par contre, ce que je sais, c'est que les aunes qui sont un arbuste sont habituellement moins ou pas mangées par les castors. Mais reste à voir s'il y aurait d'autres espèces. Là. Je ne sais pas si Marion ou Delphine, vous avez d'autres espèces à suggérer. Là. Souvent, les castors préfèrent les bois mous. Donc, tout ce qui est saule, bouleau, ça, c'est des bois qu'ils affectionnent particulièrement ou tremblent.
mais ils peuvent s'attaquer à du bois plus dur, là. Donc, c'est sûr qu'ultimement, ils auront moins tendance à attaquer un érable qu'un saule. Mais le mieux, là, si on ne veut pas se faire manger ces arbres, c'est de mettre un grillage autour pour se prémunir contre les castors. De la même manière qu'on peut mettre des protections contre les chevreuils là, dans les zones où il y en a beaucoup plus. On a quelques personnes qui se questionnent si on peut couper des arbres morts. Je te laisserai répondre, Delphine, là-dessus. Je n'ai pas vérifié la réglementation de la municipalité. Moi, je dirais que oui, a priori, là, c'est possible de couper des arbres morts à condition qu'ils soient bel et bien morts. Et est-ce qu'on peut couper les branches inférieures d'un arbre dans la bande riveraine? Je te laisse répondre, Delphine. Pour se faire un couvert, ben c'est sûr que l'élagage de l'arbre en tant que tel là, ne gêne pas puisque l'arbre, en fait, qui va être au sol là, et puis maintenir le sol, ça va être ses racines. Donc oui, c'est possible, sauf qu'en principe, sous l'arbre, il y a des arbustes puis des herbacées. Donc de toute façon, ce n'est pas nécessairement un endroit auquel vous avez accès. Est-ce que le permis coûte quelque chose? Non, je vais répondre à ta question tantôt pour concernant les arbres morts. J'ai consulté la réglementation en même temps que les autres questions se posaient. Et la coupe d'assainissement et d'entretien est permise là, dans la bande riveraine. Mais c'est là qu'on entend que les arbres sont vraiment morts, là, ou dépérissants, ou très endommagés, ou qui ont une maladie quelconque qui peuvent être dangereux. Non, le permis municipal pour aménager la bande riveraine ne coûte rien. À qui s'adresse-t-on pour obtenir la cote spécifique de notre terrain? Vous pouvez contacter Mme Audrey Soulière de la municipalité de Saint-Didas. Elle a accès à la caractérisation des rives que nous, à Agir-Masquinongé, avons fait à l'été 2020. Donc, chaque terrain a reçu en effet une cote qui va de A à E. Donc, A étant bon et E étant le moins bon. Et elle pourra vous donner votre cote là, sans problème, juste à la contacter à la municipalité. Est-ce que les plantes proposées sur le site d'Agir-Masquinongé sont non toxiques pour les chiens? Je ne vois pas l'information sur les fiches. Bonne question. J'essaie de penser s'il y en a qui sont toxiques pour les chiens, mais vite comme ça, j'en vois pas. Marion, est-ce que tu en connais pas? Le houvertilier est toxique. Le houvertilier? Je ne sais pas, mais pour les humains, oui. Là. Le houvertilier est toxique. J'essaie de réfléchir aux autres espèces. Là. A priori, sinon, ça me paraît le plus évident. Là. Les espèces qu'on propose dans les précommandes de végétaux, c'est toutes des espèces qui sont adaptées pour le climat là, de Saint-Didas sans problème. Donc, tantôt, dans la présentation, j'avais indiqué là, la zone de rusticité de 4A. Donc, ce sont toutes des espèces qui vont pousser sans problème là, à Saint-Didas. Et c'est des espèces qu'on retrouve de toute façon dans le milieu naturel. Donc, dans tous les cas, là, c'est des espèces que les animaux domestiques sont susceptibles de rencontrer même en dehors des terrains. Est-ce que ça faisait le tour, Marion? On parle de vitesse de croissance. Je pense que c'est concernant les plantes pour la vente de végétaux. Est-ce qu'on connaît la vitesse de croissance? Oui, dans les fiches descriptives que je vais vous faire parvenir,
il y a le type de croissance pour chacune des espèces. Donc, lente, moyenne ou rapide. Donc, c'est là qu'on vous saurez le type de croissance de chaque fruit. C'est indiqué. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, à ouvrir votre micro. Vous pouvez poser votre question comme ça aussi. Puis je peux arrêter le partage d'écran aussi si on veut se voir. Je vous ai mis le lien pour notre boutique en ligne dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Je vais peut-être le remettre en bas. Mais il sera fourni dans le courriel que je vous enverrai demain avec les documents aussi. Je vais arrêter le partage pour qu'on se voit tous en grand. Voilà. Donc, en espérant que ça va avoir répondu à la majorité de vos questions et que vous en aurez appris un peu plus là, sur comment aménager votre bande riveraine. Puis, sachez que nous, Agir Masquinongé, on est là toujours pour répondre à vos questions. Puis que sinon, la municipalité là, est là aussi, connaît votre cote, sait un peu comment vous enligner là, sur comment végétaliser ou végétaliser en fonction des notes qui ont été mises à vos dossiers. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je mettrai fin à la formation de ce soir. Puis, je vous remercie énormément d'avoir été si nombreux à assister à cette formation-là, comment aménager sa bande riveraine.